Salut à toi chers cultivateurs et bienvenue sur la chaîne Culture Coco, une chaîne dédiée principalement aux débutants. On éclaircit un petit peu tous les aspects qu'on retrouve en culture d'intérieur, histoire de te donner quelques trucs et astuces pour que tu puisses réussir. Et si tu apprécies cette chaîne et que tu aimes bien la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Si ça peut te permettre d'obtenir de gros buds, pourquoi pas. Donc du coup, la floraison, elle va se passer quand on a rempli notre espace de culture à 50%, 70%. La floraison, c'est le développement des fleurs, ça je pense que tout le monde l'a compris. Par contre, il y a un truc un petit peu plus compliqué quand c'est la première fois qu'on fait une culture, ça va être les premières semaines de floraison, puisque les premières semaines de floraison, ça reste de la croissance. Mais on va y venir un petit peu après. Ce que je conseille, ça va être d'entrer un réglage de la photopériode la nuit. C'est-à-dire, par exemple, allumer la lampe à 20 h et l'éteindre à 8 h du matin. Donc là, on a nos 12 heures d'ensoleillement. Ce réglage, il offre quand même pas mal d'avantages parce qu'il peut permettre une économie sur le prix de l'électricité. Alors, pas forcément heure creuse, heure pleine, parce que là, pour des lampes qui font 200-300 watts, ça change pas grand-chose. Mais ça peut par contre consommer un peu moins de chauffage, étant donné que la lampe émet quand même un petit peu de chaleur, et on sait tous que la nuit, dehors, il fait plus frais que la journée. Donc comme je l'ai dit, les premières semaines de floraison, c'est comme de la croissance, et là, vos plantes, elles vont avoir un besoin de nutriments énorme, parce qu'elles vont juste exploser en termes de volume et également de hauteur. Elles peuvent doubler de taille, voire tripler. Ça dépend de la génétique de vos plantes, de vos graines. Donc je vous conseille vivement de lire toutes les informations que la banque de graines vous propose par rapport à la génétique que vous avez choisie. Donc l'objectif, c'est toujours le même, c'est d'avoir une canopée bien verte, bien compacte. Ensuite, l'extracteur, quant à lui, il doit tourner 24 heures sur 24. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de le gainer à un filtre à charbon parce que les odeurs vont commencer à arriver avec la maturation des fleurs. Là maintenant, je te conseille d'être attentif parce que je vais te parler d'une chose extrêmement importante pour la floraison. Finalement, c'est même avant de passer en floraison parce que on s'est tous demandé une fois quand est-ce que je passe en floraison. Et la réponse, elle se trouve dans une observation intensive des plantes avant le passage en floraison. Pour rappel, le passage en floraison, c'est le changement de photopériode, 18 heures de lumière pour la croissance contre 12 heures de lumière pour la floraison. Donc en amont, vous avez normalement été préventif. Ensuite, tu vas pouvoir repérer différents signes qui peuvent retarder, voire réduire à néant ton rendement final. Donc la question quand passer en floraison, qu'on s'est tous posé une fois, elle est forcément liée à la taille et au volume des plantes, puisque comme je le rappelle, il faut remplir sa chambre de culture avant le passage en floraison pour avoir une belle canopée, mais également à la santé des plantes. Si tes plantes, elles sont vraiment pas belles, qu'elles ont des feuilles jaunes, et que tu vois qu'il y a un problème, et à partir de ce moment-là, il faut retarder le passage en floraison et résoudre ce problème. Donc il y a quelques questions à se poser en priorité. D'abord, tu regardes la couleur du feuillage. Est-ce qu'il est d'un beau vert prononcé? Par contre, attention parce qu'il y a certaines variétés qui ont une couleur verte un peu pâle et c'est tout à fait normal, donc il ne faut pas non plus tout mélanger. Là on parle vraiment de quelque chose d'anormal, des taches, des feuilles jaunes, des feuilles qui meurent alors qu'elles sont exposées à la lumière. Deuxième question à se poser, est-ce que le feuillage présente des morsures de nuisibles? Est-ce que j'ai remarqué des toiles d'araignée sur le bas de mon feuillage? Et il faut que tu saches que les ravageurs ont tendance à se cacher sous les feuilles, donc ce n'est pas forcément évident de les voir. Et troisième question à se poser, est-ce que ma plante elle a les feuilles vers le haut en direction de la lumière avec une bonne vitalité générale? Donc comme j'ai dit juste avant, s'il y a des feuilles jaunes qui sont peu exposées à la lumière, c'est normal. Par contre, si elles sont bien exposées à la lumière et que tu constates un petit souci, un manque de vigueur, essaye d'en connaître la cause pour que tu puisses lancer ta floraison serein. Après avoir fait ce contrôle, si tu constates un manque de vigueur dans tes plantes ou un problème, il faut absolument retarder la floraison, histoire qu'elles reprennent de la vitalité, parce que maintenant tu sais que les premières semaines de floraison, les plantes consomment énormément de nutriments. Donc je comprends que c'est une période transitoire qui n'est pas forcément évidente, parce qu'il s'agit de faire beaucoup d'efforts, mais ces efforts-là, ils vont être payés, ils vont être largement payés à la fin de la culture, donc c'est important de le faire. Je te mets un lien en description en bas avec un diagnostic rapide qui a été créé sur le site Culture Coco, et là en fait tu vas pouvoir regarder un petit peu tous les problèmes qu'on rencontre généralement dans la culture
en intérieur et les solutions. Donc franchement c'est ultra rapide, ultra efficace. Tu regardes à petit peu près, voilà, si tu es débutant, si tu sais pas trop, ça va pouvoir quand même t'aider à y voir un petit peu plus clair. Et n'hésite pas à poser la question via la rubrique contact si tu as un doute. Et c'est vraiment ce que je désire t'inculquer, c'est d'adopter les bons réflexes pour avoir une rigueur quotidienne. Ensuite, sujet très important, il va falloir que tu connaisses la durée de floraison de ta génétique et tu comprennes ce que c'est la préfloraison. Donc la préfloraison, je me répète encore une fois, mais c'est les 2 premières semaines de floraison qui correspondent encore à de la croissance. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la préfloraison, mais ça fait quand même partie de la floraison. Donc par exemple, si ta génétique est fleurie en 50 jours, eh bien il faut prendre ces 2 semaines de préfloraison dans ta floraison. Ok? Donc finalement, eh bien, si tu enlèves les 2 semaines, ça fait plus que 35 jours. Donc ta plante, elle va fleurir en 35 jours. Cette information qui est donnée par la banque de graines, c'est un excellent moyen d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir anticiper la nutrition de tes plantes. Cette donnée, elle est viable. Par contre, s'il y a un problème pendant la préfloraison, un retard de croissance, etc., ça peut être allongé de quelques jours. Maintenant que tu as compris ce que c'est la préfloraison, il va falloir du coup bien comprendre les enjeux de cette croissance fulgurante, parce que forcément s'il y a une croissance fulgurante, il va y avoir besoin de nutrition adéquate. On a tous connu un nain de jardin au collège qui après les vacances d'été nous mettait une tête. Donc je veux dire, ça peut aller vraiment vite, c'est exactement le même délire avec les plantes. Sauf que là on sait quand ça arrive, donc on peut l'anticiper. Ta floraison est lancée, tu as réglé ton minuteur sur 12 heures de lumière sur 24, donc là tu sais que tes plantes vont avoir besoin de nutriments, elles vont avoir très faim. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut augmenter le C de ta solution nutritive. Alors, si tu ne comprends pas ce que je dis et que tu cultives en terre ou alors avec des engrais biologiques, etc., ne te prends pas la tête, tu dois utiliser un terreau enrichi en nutriments, style bat mix, tu rempotes avec et tes plantes vont avoir de quoi se nourrir pendant 3 semaines. En revanche, en fibre de coco et tout substrat inerte, il va falloir les engraisser avec des engrais minéraux. Après, il faut prendre en compte plusieurs choses, la manière d'arroser, le substrat, etc. Plus il y a d'arrosage, moins on va mettre d'engrais. Également, s'il fait chaud et que les plantes boivent beaucoup d'eau, on va éviter de surcharger les engrais parce que du coup les plantes elles vont boire plus d'eau qu'elles vont consommer de nutriments, donc ça risque de créer un excès et tu dois savoir que quand il y a un excès dans le substrat, eh bien les racines ne sont plus capables d'assimiler les nutriments. Si c'est ta première culture, sois quand même prudent sur le dosage des engrais, même si tes plantes elles ont besoin de beaucoup de nutriments, sois prudent, ne fais pas d'excès. Maintenant le dosage d'engrais il est quand même différent entre la préfloraison et la floraison. Et ça c'est bien important de le comprendre. Donc on a vu qu'en préfloraison les tissus végétaux vont s'allonger très rapidement et le métabolisme de la plante il est conçu pour que les branches soient robustes, denses et trapues pour qu'elles puissent porter les têtes les plus grosses possibles. Si tu palisses tes plantes, je te conseille de le faire jusqu'à 1 semaine après le passage en préfloraison parce que justement les tiges se développent en hauteur. Et après, il faut éviter de les palisser puisque c'est là que vont se développer les têtes. Donc il faut ensuite laisser les tiges qui vont porter les têtes monter naturellement vers la lumière. Donc les fleurs, elles ne vont pas apparaître tout de suite. Tu vas voir des pistils blancs sortir au niveau des bourgeons. Et c'est à ce moment-là que tu vas comprendre que les fleurs sont en train de se former et qu'elles vont, dans un premier temps, se développer sur la hauteur. Outre les conditions climatiques qui doivent rester dans les normes, entre 20 et 25 degrés, pas en dessous de 16 degrés lampe éteinte, et environ 50% d'hygrométrie. C'est pourquoi je te suggère, si tu utilises une table à marée, de régler ta pompe à eau de manière à ce qu'elle n'arrose pas trop. Une fois tous les 2-3 jours, la fibre de coco doit avoir le temps de sécher pour éviter un surengraissage. Donc voilà, j'espère que tu l'as compris, la vraie floraison, elle va se déclarer quand les boutons floraux vont commencer à se développer. Maintenant, ce qui va être important de savoir, parce qu'il y a plusieurs aspects à connaître, il ne faut pas faire de pulvérisation foliaire quand la floraison elle est déclarée, quand il y a les boutons floraux qui sont créés. C'est possible de faire des pulvérisations foliaires, notamment avec de l'huile de Nîmes, avant que les boutons soient formés, même si on a lancé la floraison. En revanche, dans les cas les plus extrêmes, si tu as une carence d'azote en période de pré-floraison, eh bien tu peux faire une pulvérisation foliaire pour que ta plante récupère
plus rapidement, mais par contre, il faut absolument que tu évites d'asperger ça sur les feuilles, sur les fleurs, pardon. Donc à partir du moment où il y a les boutons floraux, la croissance va commencer à stagner. Le besoin en azote sera moindre, il ne sera plus nécessaire de faire une pulvérisation foliaire avec un engrais chargé en azote. Si tu as réussi cette étape, tu vas te demander probablement comment bien engraisser tes plantes qui sont désormais en floraison. Ce qu'il faut retenir, c'est que les plantes, elles vont consommer de plus en plus de nutriments au fur et à mesure de leur développement. C'est-à-dire que plus la floraison, elle va passer dans le temps, et plus il faudra avoir un dosage d'engrais. Donc ajouter de l'engrais et arroser si tu es en bio, c'est tout ce que tu auras à faire. Dans les systèmes un petit peu plus sophistiqués, avec un pH mètre et un EC mètre, on aura juste à préparer la solution nutritive et contrôler. On peut également ajouter des additifs qui peuvent être intéressants pendant cette étape de floraison. Aussi pendant la croissance, mais surtout en floraison. C'est le moment idéal pour ajouter des enzymes. Les enzymes, c'est des substances organiques qui sont créées par des cellules vivantes. Donc ça va avoir un effet éphémère, très limité dans le temps. Par contre, ça va être très efficace pour accélérer l'assimilation des nutriments, pour épurer un petit peu le substrat des racines mortes, etc. Très très intéressant en terre, puisque en terre, il y a une vie microbienne très riche, mais elle peut quand même être intéressante à utiliser en hydroponie. Donc tu peux ajouter des enzymes en plus de tes engrais. Le C va être compris pendant toute cette période entre 1,4 et 2,2 en moyenne. Si vous avez un EC mètre, si vous n'en avez pas et que vous êtes en bio, vous n'avez pas besoin de regarder le C, puisque vous ne pouvez pas de toute façon, et il faut juste respecter le dosage et faire de l'observation. On a vu pendant l'étape de la croissance que le feuillage doit être dense et bien vert. Par contre, plus le temps passe et plus la plante va consommer ses nutriments même au sein de son propre feuillage, parce que l'azote est un élément mobile, ça veut dire qu'il se déplace dans la sève de la plante, dans sa tige, dans son feuillage, etc. Donc les plantes, elles vont alors jaunir de jour en jour, entre le 20e et le 30e jour de floraison. C'est à titre indicatif, encore une fois, je parle là des plantes à floraison rapide. Donc la plante, elle vieillit, c'est un phénomène qui est tout à fait normal, ce n'est pas à confondre avec un excès ou une carence, parce que si vous le confondez et que vous ajoutez de l'engrais ou vous rincez, ça va causer plus de problèmes qu'autre chose. Donc des feuilles jaunes en milieu fin de floraison, c'est un phénomène qui est tout à fait normal. Donc si tes plantes elles sont encore bien vertes alors que tu approches de la fin de floraison, là par contre il faut stopper complètement ton apport en azote. Donc même si tu arrives à la fin de ta floraison et que tout se passe plutôt bien, je te conseille de contrôler les feuilles et notamment en dessous. Il y a encore des fléaux dont il va falloir se prémunir. Qu'il faut vraiment vérifier que la culture elle est saine et qu'il n'y ait pas de ravageurs, surtout en été lorsqu'il fait chaud, genre plus de 25 degrés et que l'hygrométrie est assez basse, entre 30 et 40%, vraiment vérifier qu'il n'y ait pas d'araignées rouges ou d'autres nuisibles en dessous des feuilles. Après il y a des nuisibles, ça dépend desquels, c'est pas trop le sujet de la vidéo, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des nuisibles qui sont pas trop mauvais, enfin ils font pas trop de mal aux plantes, donc ça va. Par contre si c'est un nuisible qui est vraiment un ravageur, qui pullule très rapidement, etc., là il va falloir vraiment faire très attention. Même si tu constates un ou deux nuisibles sur une feuille, juste en quelques jours, ça peut passer sur l'ensemble de tes plantes, et ça peut vraiment mettre dans le mal s'il reste encore une vingtaine de jours avant de récolter. Donc en cas de forte infestation, il vaut mieux récolter le plus tôt possible. Et un autre fléau vraiment à faire très attention, c'est la moisissure. La moisissure en fin de floraison, surtout quand l'humidité elle est élevée, quand il fait plus de 60-70% d'hygrométrie. Donc très important d'avoir un thermomètre hygromètre dans sa chambre de culture pour connaître ses valeurs. La moisissure, elle fait pas dans la dentelle, hein. Si vous constatez de la moisissure sur une de vos têtes, c'est poubelle, direct. Et ça fait très mal au cœur. Donc pour la repérer, il faut repérer les têtes volumineuses en général, ou alors repérer les endroits qui sont pas trop exposés au ventilateur, les endroits où il y a un petit peu d'air qui stagne. S'il y a plusieurs petites feuilles au niveau des têtes qui sont marrons, recroquevillées, etc., je te conseille vraiment d'aller voir dans la tête, parce qu'en fait la moisissure elle se développe d'abord dans la tige avant d'être visible.
Donc ça veut dire que quand c'est visible, c'est déjà bien trop tard, le spore est déjà bien implanté, donc là il faut vraiment couper la tête pour s'en débarrasser. Donc il vaut mieux couper la tête à quelques centimètres en dessous pour être sûr, voilà, de stopper la contamination. Pour contrer ce fléau, il faut augmenter soit la puissance de l'extracteur, si c'est pas possible, d'ouvrir peut-être la chambre, la porte pardon, de votre chambre de culture, histoire d'aérer un peu plus. Ou alors la solution la plus radicale, c'est d'acheter un déshumidificateur puissant, enfin qui correspond à la taille de votre chambre de culture pour qu'il puisse faire baisser le taux d'humidité au sein de l'espace. Quand arrive la fin de floraison, on pense aussi rinçage pour éliminer les nutriments, le reste de nutriments et avoir une bonne qualité finale. Donc le dernier rinçage, il est vraiment indépendant d'un excès de nutriments. Il ne se déroule pas de la même manière. Il faut le faire entre 1 et 2 semaines avant la récolte et 2 jours en cas d'utilisation d'un produit adéquat. Le plus simple pour l'effectuer, c'est d'arroser manuellement avec de l'eau claire, donc sans engrais. Ça force en fait les sels minéraux à être expulsés du substrat, ce qui permet de forcer la plante à consommer ses propres nutriments. Un rinçage peut être réalisé sans stress pour la plante en réduisant graduellement le C, comme on l'a fait pour l'augmenter. Ben là on fait l'inverse, on peut aussi le réduire graduellement jusqu'à la récolte. Attention par contre sur une chose, c'est très important, lorsque vous faites votre rinçage et que vous mettez une grosse quantité d'eau en fin de floraison, soyez vigilants. Pourquoi ? Parce qu'en fin de floraison, les plantes vont beaucoup moins consommer d'eau. Et il faut faire attention avec ça parce que si tu mets trop d'eau en fin de floraison et finalement qu'elle consomme très peu, tu augmentes le risque d'avoir de la moisissure parce que tu augmentes l'humidité ambiante au sein de ton espace, tu laisses potentiellement de l'eau stagnante dans ton pot, ce qui peut attirer pas mal de pathogènes. Donc attention par rapport à ça, s'il reste seulement 3 jours avant la récolte, n'arrose pas comme un malade, essaye de jauger par rapport au temps qui reste. Cette étape, elle est également cruciale si tu cultives avec de la fibre de coco et que tu souhaites la réutiliser pour une seconde session. Et bien dans ce cas, il vaut mieux que le substrat soit bien rincé, parce que si tu le réutilises après pour une seconde session et qu'il est mal rincé et qu'il présente encore trop d'engrais pour les jeunes pousses, eh bien tu risques de cramer tes boutures ou tes graines d'entrée. Enfin, il faut quand même pouvoir anticiper la récolte parce que c'est pas parce que tes têtes elles sont totalement formées et qu'elles ont les pistils marrons qu'elles sont prêtes à la récolte. La seule façon viable de savoir si c'est bon pour récolter ou pas, c'est de les observer avec un petit microscope de poche, ça suffit largement, ça coûte pas très cher, et on va pouvoir observer les trichomes pour savoir si c'est le moment de récolter. Donc les trichomes, c'est comme un petit duvet qui recouvre les feuilles et les fleurs. On le voit à l'œil nu, mais avec le microscope, on a une meilleure visibilité, un petit peu plus précise sur ce qui se passe dans chaque trichome. Si tu n'as pas de microscope, il faut observer les fleurs, tu te bases par rapport au nombre de jours de floraison donné par ta banque de graines et à ce que toi tu observes. Si tu constates que les pistils qui brunissent sont plus nombreux que les nouveaux pistils qui apparaissent, donc les pistils blancs, tu peux savoir à peu près, ce ne sera pas précis, si c'est bon ou pas pour la récolte. Attention parce que d'autres facteurs peuvent brunir les pistils, par exemple comme un ventilateur qui souffle sur une tête, ça va les brunir. Donc il ne faut pas confondre avec une tête mature. Pour conclure cette vidéo, la floraison c'est le moment le plus attendu par tous les cultivateurs, c'est le moment le plus excitant, mais c'est également là où les fleurs se forment et là où les odeurs arrivent. Attention aux odeurs, l'extracteur gainé au filtre à charbon doit fonctionner 24 heures sur 24. Attention également aux nuisibles, notamment aux araignées rouges, qui profitent d'une atmosphère plus sèche pour s'installer. Et en espérant que la récolte sera à la hauteur de tes efforts. J'espère que cette vidéo t'a apporté des éléments intéressants. C'était Culture Coco, je te dis à la prochaine.